Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. L'image d'une réhabilitation, les 7 acquittés du procès de pédophilie d'Outreau ont été reçus solennellement par le garde des Sceaux. Ils sont sortis satisfaits. Dominique Perben a reconnu une injustice et promis une avance sur les indemnisations. La petite Charlotte, dont les parents se disputent la garde, va être placée dans une famille d'accueil dans le village des Adrets. Son père et sa mère pourront venir la voir à tour de rôle, c'est ce qu'a décidé aujourd'hui le juge des enfants. Incroyable vol de diamants en plein jour à la Biennale des Antiquaires du Louvre à Paris. 2 pierres de grande valeur, on parle de 11 millions d'euros, ont été dérobées. Le ou les voleurs auraient profité d'un moment d'inattention des employés de la bijouterie. Le virage de la CGT dans le dossier Perrier, le syndicat décide de lever son opposition au plan de pré-retraite. C'était la condition exigée par le groupe Nestlé qui menaçait de se débarrasser de la marque. À l'étranger, triste anniversaire au Proche-Orient. Il y aura 4 ans jour pour jour demain a commencé la seconde intifada. Elle a fait plus de 4000 morts, aux 3/4 palestiniens. Nouveaux incidents aujourd'hui à Jenin. Enfin, c'est officiel, le premier tour opérateur de l'espace verra le jour d'ici 3 ans. C'est Richard Branson, patron de Virgin et habitué des coups d'éclat, qui s'est associé aux ingénieurs. Il espère 3000 clients dans les 5 premières années. D'abord donc ce geste, un geste de réparation. Il y a quelques mois, les 7 acquittés du procès de pédophilie d'Outreau étaient en prison, calomniés, déshonorés. Aujourd'hui, ils ont été reçus dans un palais de la République par le garde des Sceaux Dominique Perben. Les mots ne suffisent pas, mais ils font du bien, a déclaré à sa sortie l'avocat de l'un d'entre eux, Dominique Verdaillan, Édouard Perrin. Une image impensable, il y a 3 mois, à la veille du verdict de Saint-Omer. Dominique Perben offre aux 7 acquittés d'Outreau une réhabilitation nationale, officielle, publique. Une audience un peu particulière, elle va durer 1 heure dans un des salons dorés de la chancellerie, un décor bien éloigné de celui d'une cour d'assises. Quelques minutes plus tôt, place Vendôme, les retrouvailles entre Karine et Odile, 2 des acquittés. Tous ont attendu ce rendez-vous ministériel. Innocentés, ils veulent dire aux gardes des Sceaux combien la machine judiciaire les a broyés. Et visiblement, le message a été entendu. Il nous a beaucoup touchés et je pense que tout va s'accélérer maintenant. Je pense que on va pouvoir tourner la page bientôt. On va nous avancer de l'argent sur les indemnités. On va vraiment nous aider rapidement. Moi, j'avais une pensée pour les 6 personnes qui auraient dû être avec nous. Nous étions très innocents sur le banc des accusés. Et pour moi, c'était important de pouvoir évoquer. Il m'a répondu que ce n'était pas de son ressort, mais ils étaient avec nous. Face à ces souffrances, Dominique Perben parle de la nécessité d'un geste fort. Il y a beaucoup de souffrances et donc il y a nécessairement une sorte de déséquilibre. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite participer à l'aide pour les aider à se reconstruire, à faire en sorte qu'ils sortent le plus vite possible de cette situation de précarité personnelle. Mercredi, seuls leurs avocats reviendront place Vendôme pour prolonger les négociations afin qu'officiellement l'État reconnaisse qu'il y a eu faute lourde de la justice. Les familles seront bien indemnisées, donc c'est, vous l'avez compris, ce que prévoit la loi. Encore faut-il se mettre d'accord sur le montant de ces compensations. Les avocats demandent 300 000 € par personne, environ 2 millions de francs. Et ils parlent de vie brisée. Reportage Agnès Gardet, Vincent Ferreira. Pierre Martel, celui que l'affaire d'Outreau a étiqueté le chauffeur de taxi. Un notable, disait-on. Un simple artisan qui vient de reprendre du service à 55 ans. Je pensais prendre ma retraite avant, dans la mesure où j'avais commencé à travailler, j'ai commencé à travailler à 14 ans et demi. Mais les 3 années qu'on m'a volées vont faire que je vais être obligé de travailler jusqu'à 60 ans, sinon plus. Ah ouais. Donc vous voyez que on vous rend votre liberté, mais on ne vous rend pas les années qu'on vous a prises. Il a passé 30 mois en prison parce qu'il était soupçonné du pire, le viol d'enfants. Terrible accusation, les séquelles sont lourdes. Ça va mieux. Ça va mieux. Bonjour madame. Ouais. J'ai peur. Une certaine peur en moi qui fait que la présence d'un enfant seul va me traumatiser, c'est certain. Peur des enfants, peur des autres, peur de tout. Odile Maréco a elle aussi bien du mal à retrouver confiance. Comme elle a du mal à renouer avec le quotidien. Ses enfants, les repas, les courses, elle avait oublié. Alors, du fromage, du camembert. Ouais. Je suis un peu perdue, même pour le repas de ce soir, je me dis, mon Dieu, je vais leur faire quoi à manger. Moi, ça aurait été du vite fait, quoi. Et puis
Et pour eux, il faut quand même un minimum de... Donc là, je suis un peu paumée, quoi. Il est 9h15. Sa petite fille rechigne à aller se coucher. C'est comme ça depuis que la police est venue les arrêter un matin de novembre 2001, depuis ce jour où son père et sa mère ont été jetés en prison. Dans leur tête, maman est allée quand même 7 mois en prison, même s'ils n'en parlent pas. Mais il y a eu 7 mois où j'ai été incarcérée, 7 mois où j'avais perdu ma liberté. Donc moi, je leur ai écrit de là-bas, les lettres, ils les lisent encore. Donc je me dis, ça nous restera. Dans une nouvelle maison, dans une nouvelle ville en Bretagne, la vie reprend son cours. Une autre vie, plus jamais comme avant. La justice encore avec l'ouverture du procès de ce qu'on avait appelé à l'époque l'affaire d'Évreux, un père de famille tué à coups de brique alors qu'il intervenait dans un conflit entre lycéens pour défendre son fils. Une affaire qui avait scandalisé mais qui pourrait se révéler plus complexe que ce qu'on avait indiqué alors. Compte rendu d'audience, Paul de Genève, Mathias Second. Le jour de la bagarre, ils étaient plusieurs dizaines. 2 ans et demi après, ils sont 3 dans le box des accusés. Mais un seul d'entre eux devra répondre directement de la mort de Guy Patrice Bègue. Fadi, ici en pull beige. Il avait 17 ans au moment des faits. Durant les premières heures de garde à vue, il avait avoué avoir jeté la brique mortelle, mais il s'était très rapidement rétracté. Oui, il a toujours dit qu'il avait participé à la bagarre. Il est mêlé à cette bagarre, c'est une évidence. Et il a toujours dit depuis la première fois que je l'ai rencontré que ce n'est pas lui qui était l'auteur du jet de brique qui a tué M. Bègue. C'était le 8 mars 2002. Guy Patrice Bègue, 37 ans, est tué alors qu'il est impliqué dans une rixe entre son fils Jimmy et d'autres lycéens. On parle alors d'une histoire de raquette qui a mal tourné. Mais l'enquête avance. En fait, une simple rivalité amoureuse serait à l'origine de ce drame. Les membres de la famille Bègue sont arrivés tôt ce matin au palais de justice. Ce procès qu'ils attendent apparaît comme une nouvelle épreuve. Depuis le décès de mon frère, c'est très douloureux. Et on porte énormément de séquelles, et toute la famille. Parce qu'il y a quand même 3 enfants qui sont dans le désarroi. Qui a jeté la brique mortelle? Pourquoi ce père de famille s'est-il trouvé mêlé à cette affaire d'adolescent? Peu d'informations filtrent, les débats se tenant à huis clos. En effet, Fadi, le principal accusé, était mineur au moment des faits. Aujourd'hui, devant la cour d'assises, des experts, des psychologues sont venus décrire les accusés. Ils ont parlé d'individus normaux, parfois un peu turbulents. Demain, les premiers témoins seront entendus. Ce procès devrait durer jusqu'à jeudi ou vendredi. On revient maintenant sur le sort de la petite Charlotte. Charlotte, c'est cette fillette franco-américaine de 4 ans dont les parents se disputent la garde. L'intervention mouvementée de la police dans le village des Adrets, on en parlait la semaine dernière, avait beaucoup choqué. Alors une tentative de conciliation a eu lieu aujourd'hui en présence du père et de la mère. Décision du juge des enfants. Charlotte sera confiée à une famille d'accueil. Elle restera aux Adrets pour l'instant. Olivier Théron, Raymond Chaplard. David Washington, escorté par la police et son avocat, va revoir sa femme Sophie Momousseau pour la première fois depuis 1 an et demi, depuis qu'elle a décidé de quitter les États-Unis avec sa fille Charlotte, âgée de 4 ans. Mais à l'arrivée au palais de justice de Draguignan, David Washington n'est pas là pour transiger. Il a pour lui la loi, une décision de justice qui ordonne le retour de Charlotte aux USA. J'espère que la justice française fonctionne convenablement et qu'elle réalise que le juge pour enfants n'a aucun droit d'intervenir dans cette affaire. L'ensemble des procédures doit maintenant se dérouler aux États-Unis. Après l'échec de la semaine dernière pour reprendre Charlotte par la force dans son école, c'est au juge pour enfants de tenter une médiation. L'audience va durer 5 heures. Charlotte est au cœur du débat. La décision du juge, un compromis pour les 2 parents. C'est l'avocat de l'enfant qui s'en fait l'écho. Donc, monsieur le juge a prévu pour le moment que Charlotte serait accueillie dans une famille, avec une possibilité pour le papa et pour la maman de la voir, probablement maintenue dans le même établissement scolaire, avec une possibilité de revoir le juge dès que les parents pourront avancer dans leur négociation, en tout cas nous l'espérons. Cette décision du juge pour enfants n'efface pas celle qui ordonne le retour de la petite fille aux USA. À tout moment, le père peut demander à ce qu'elle soit exécutée. Les 2 jugements se contredisent. C'est donc la responsabilité des parents qui sera déterminante. Et comme un signe de bonne volonté, c'est ensemble qu'ils sont partis retrouver la petite fille et réfléchir à son avenir. Et on en vient maintenant à ce vol au culot. D'après les policiers, c'est une première. Cela s'est passé en début d'après-midi. 2 diamants, 2 gros diamants dérobés à la Biennale du Louvre. La police parle d'une valeur de 11,5 millions d'euros, 75 millions de francs. Elle indique qu'il n'y aurait eu ni alarme, ni vidéosurveillance, ce que dément la bijouterie Chopard. Sur place, Caroline Gauthier, Nabil Alaïd.
Affolement général à la Biennale des Antiquaires. Dans les stands des exposants, on ne parle que de ça. Le vol de 2 diamants cet après-midi chez le joaillier Chopard. Les 2 pierres étaient présentées dans une vitrine comme celle-ci, chez Cartier. Mais au stand Chopard, aucun dispositif ne protégeait les joyaux. Pas d'alarme, pas de vidéosurveillance. Ce soir, le syndicat des antiquaires cache mal son malaise. Il y a eu un petit incident, une vitrine a été forcée chez un de nos bijoutiers. Il y avait toutes les équipes présentes, il y avait 6 personnes de présentes, toutes les sécurités étaient là. Ça s'est passé en quelques secondes sûrement et 2 pierres ont disparu. Cette année, ce diamant Cartier de plus de 120 carats était le joyau du salon. Les 2 pierres volées n'ont pas sa grosseur ni sa valeur. On parle d'un diamant blanc de 6 millions d'euros, d'un bleu beaucoup plus rare de 15 millions d'euros. Mais la direction Chopard dément de telles estimations. Très embarrassée, elle a même songé un temps à tout démentir avant de reconnaître le vol. Voilà, en tout cas, si cette valeur est confirmée de plus de 11 millions d'euros, ce serait quasiment sans précédent. Ce serait le vol le plus important de ces dernières années. Sur place, on retrouve Pascal Doucet-Bon. Pascal, de toute évidence, le ou les voleurs ne passaient pas là par hasard. Ils étaient bien informés. Non, ce genre de vol a rarement lieu par hasard. Il obéit en général à une commande, soit au profit d'un amateur aussi passionné que malhonnête, soit, et c'est le plus souvent le cas, au profit d'une remise sur le marché en Asie ou au Moyen-Orient. Et dans ce cas-là, tenez-vous bien, eh bien, la pierre, quelle que soit sa qualité d'origine, est retaillée. Les voleurs sont prêts à perdre jusqu'à la moitié de la valeur, c'est ce qu'on nous explique ici, dans le but d'écouler leurs marchandises sans se faire prendre. Et c'est certainement ce qui risque d'arriver à ces 2 diamants, quel que soit leur caractère d'exceptionnalité. Merci Pascal pour ces précisions. La Floride est-elle toujours ce paradis doré pour retraités en quête de calme et de soleil? En tout cas, il y a de quoi décourager les meilleures volontés. Pour la 4e fois en 6 semaines, l'État a donc été frappé par un cyclone, le cyclone Jeanne. Les dégâts sont une fois encore très importants et il y a au moins 6 morts. Christian Autain. Des maisons explosées comme après un bombardement. Des avions retournés tels des fétus de paille. Avec des vents soufflant à près de 200 km/h, le cyclone Jeanne a balayé ce que les 3 précédents ouragans avaient laissé debout. C'est en effet le 4e cyclone à s'abattre sur les côtes atlantiques de la Floride en moins de 6 semaines. Un triste record jamais égalé depuis 1880, quand 4 tornades avaient dévasté le Texas. 6 personnes ont trouvé la mort et 2,5 millions de foyers sont privés d'électricité. C'est sans précédent. Il n'y a jamais rien eu de tel. Et c'est aussi la plus grande opération de secours jamais déployée. Je pense que c'est quelque chose de plus important que les conséquences du 11 septembre. Le couvre-feu a été décrété dans les zones les plus sinistrées pour éviter les pillages. Au total, la facture des 4 cyclones pourrait dépasser les 25 milliards d'euros. Aujourd'hui, devenue tempête tropicale, Jeanne se dirige vers les côtes de Géorgie avec des vents ne soufflant plus qu'à 70 km/h. Et c'est ce même cyclone, vous le savez, qui a dévasté Haïti la semaine dernière. On se bat toujours pour une bouteille d'eau ou une ration alimentaire. À plusieurs reprises, les casques bleus ont dû tirer en l'air ou utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Les vivres sont arrivés en grande quantité jusqu'à la capitale, Port-au-Prince, mais il reste très difficile de les acheminer jusqu'à la ville des Gonaïves. Par ailleurs, sachez qu'il est question d'évacuer les quartiers les plus affectés pour les nettoyer et les désinfecter. Cette saison des cyclones, en tout cas, restera dans les mémoires. Comment travaillent les scientifiques sur le sujet? Yann Jiquel, Florence Mavic. A comme Alex, B comme Bonnie, Charlie, Daniel, Earl, Frances, Yvan, Jeanne et aujourd'hui Lisa. Depuis juillet, les cyclones égrènent leur alphabet catastrophique et nous livrent quotidiennement leurs images de désolation. Pour exister, un cyclone a besoin d'une mer d'à peu près 27 degrés sur 50 mètres de profondeur. C'est lorsque la colonne d'air chaud s'évapore et que l'eau entre en collision avec l'air froid de la haute atmosphère que le cyclone se forme. Le cyclone se situe obligatoirement aux alentours de l'équateur, ni trop près pour pouvoir bénéficier de la force de la rotation de la Terre, ni trop loin car la température de l'eau serait trop faible. Et c'est la raison pour laquelle il s'acharne sur les Caraïbes. Il y a 30 ans, des pilotes de l'US Air Force ont réussi à s'introduire dans un cyclone. Voici les images. Les vents avoisinent les 400 km/h. La puissance dégagée est égale à 10 fois la bombe d'Hiroshima.
selon les années, il y a plus ou moins de cyclones. Selon les années, ces cyclones ont plutôt des trajectoires maritimes ou vont plutôt toucher des terres. Cette année, les cyclones sont plus nombreux que d'habitude et ont tendance à venir toucher des terres habitées et très habitées, d'où les dégâts considérés. Aujourd'hui, les météorologues n'ont pas le recul suffisant pour affirmer que la multiplication des cyclones est due au réchauffement de la planète. Économie avec le sort de Perrier. Ce soir, la CGT annonce qu'elle lève son opposition au plan de pré-retraite. C'était une condition exigée par le groupe Nestlé qui menaçait, vous le savez, de vendre tout simplement la boisson gazeuse. Karina Lazet, Pascal Ponce. L'annonce était attendue, elle n'en est pas moins spectaculaire. Dans le conflit Perrier, la CGT fait marche arrière et lève son droit d'opposition. Une décision prise par l'ensemble des délégués CGT du groupe, réunis aujourd'hui à Lyon. Nestlé s'est engagé à faire des investissements lourds sur Perrier et sur la verrerie du Languedoc. On en a pris acte et on lève ce droit d'opposition. On le lève, mais on ne sera pas signataire de l'accord en l'état. Cet accord, c'est le plan de pré-retraite préparé par la direction pour le site Perrier de Vergès, dans le Gard. Pour marquer son refus, la CGT, syndicat majoritaire, a fait valoir son droit d'opposition en juillet dernier. Le dialogue social s'est alors rompu et le bras de fer a commencé. La direction de Nestlé Waters France a notamment menacé de vendre Perrier. La volte-face de la CGT aujourd'hui devrait permettre de sortir de la crise. Une réunion d'information des salariés de Vergès est organisée par les syndicats demain en fin de matinée. On dit que les délocalisations sont un nouveau péril pour l'économie, mais dans le même temps, les entreprises françaises font tout pour s'implanter dans les pays émergents. Exemple, le prochain voyage en Chine de Jacques Chirac. À partir du 8 octobre, il sera accompagné par de très nombreux patrons de grands groupes, mais aussi de PME. À 10 jours du départ, il les recevait aujourd'hui à l'Elysée. Reportage dans la coulisse, Véronique Saint-Olive, Philippe Jasselin. Derniers ajustements, François Gourdon travaille jour et nuit avec ses collaborateurs avant son départ en Chine. Pour ce patron de PME, leader mondial d'instruments de mesure pour la qualité de l'air, l'enjeu du voyage est énorme. Et suivre dans les valises du président de la République, ça aide. La Chine est un pays très difficile, très long à pénétrer au niveau des relations d'abord amicales avant de relations d'affaires. C'est un pays très difficile. Cet après-midi, Jacques Chirac a invité à l'Elysée la vingtaine de présidents de PME qui l'accompagneront. C'est l'Elysée. L'Elysée, on n'y va pas tous les jours, donc... Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Faut pas se rater, quoi. Non. Ai-je l'air stressé? Où je peux me garer, s'il vous plaît? Oui, considérez ça en haut. En haut à droite. En haut, à droite, là-bas? Ils sont tous là autour de la table ronde, un peu anxieux. Ils n'auront que quelques minutes pour faire passer leur message au président de la République. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de... Oui, ça me fait très plaisir que vous puissiez venir. Ce que vous avez fait sur la qualité de l'air est tout à fait remarquable. Merci. J'espère que vous allez pouvoir... Ils sont très soucieux d'un développement durable qui suppose, naturellement, notamment, une grande attention sur la qualité de l'air. Alors comment trouver les bons contacts, les partenaires fiables? Un vaste programme que la conquête du marché chinois. Aujourd'hui, la Chine, 4e puissance économique mondiale, n'importe que 1,4% de produits français. Le bilan des élections sénatoriales, recul de la droite, qui reste toutefois majoritaire, poussée de la gauche et succès pour un certain nombre de personnalités. Charles Pasqua, par exemple, très vite en colère, vous allez le voir, lorsqu'on lui parle de son immunité retrouvée. Émilie Lançon, Daniel Lévy. On a 14 élus en Ile-de-France. Les socialistes se délectent. Certes, ils restent minoritaires au Sénat et la Haute Assemblée est largement à droite, mais désormais, l'UMP aura besoin de l'UDF. Le parti chiracien perd la majorité absolue. 154 sénateurs, c'est 8 de moins que dans la précédente Assemblée, mais l'UMP préfère voir les choses du bon côté. Jean-Pierre Raffarin est élu dès le premier tour et parle d'un message de confiance. Charles Pasqua fait lui un retour remarqué au Sénat et l'ancien ministre de l'Intérieur n'aime guère qu'on lui parle de son immunité parlementaire retrouvée. Vous avez une vision médiocre de la vie. Voilà. Médiocre. Vous pensez qu'on est motivé seulement par ça? Regardez donc ma vie. J'ai risqué ma vie et j'ai servi la France. Le reste, je m'en fous. Vous devriez vous interroger là-dessus. Plutôt que de poser des questions stupides. La gauche progresse, notamment le Parti socialiste. 91 élus, c'est 10 de plus que dans la précédente Assemblée. Il y a eu une traduction de ce qu'avait été notre victoire au printemps dernier.
Et donc c'est la 4e victoire de la gauche et du Parti socialiste cette année 2004. L'ami Robert. Pas de changement pour les communistes qui restent neufs et voient arriver Robert Rue. Le Parti communiste a un bon résultat puisque votre serviteur est élu et je répète c'est un peu une surprise. Les Verts obtiennent 4 élus dont Dominique Voynet. Le Sénat se féminise, il passe de 34 élus à 56 pour 331 sénateurs. Prochain épisode, la bataille pour la présidence du Sénat. L'UMP devra choisir entre Christian Poncelet, l'actuel président, et Alain Lambert, ancien ministre proche de Nicolas Sarkozy. Oui, Alain Lambert qui vient de confirmer sa candidature. La primaire se déroulera mercredi au sein du groupe UMP. L'actualité à l'étranger au lendemain de l'assassinat d'un Français en Arabie Saoudite. Paris conseille à ses ressortissants d'éviter le pays et l'entreprise Thales maintient par ailleurs ses équipes. Une nouvelle fusillade, vous le voyez, est intervenue hier soir dans la capitale Riyad entre des policiers et des hommes armés. En Irak, à noter que pour la première fois, le groupe armé islamique en Irak, qui détient actuellement Christian Chesneau et Georges Malbruno, a libéré un otage. Il s'agit d'un diplomate iranien enlevé début août. Il a indiqué qu'il n'y avait pas eu de marché. Le voilà, cet otage qui a retrouvé donc la liberté aujourd'hui. Rappelons que nos deux confrères sont détenus depuis 38 jours maintenant. Aucune nouvelle par ailleurs de Kenneth Bigley, l'otage britannique. L'Irak livré aux violences, mais qui affiche par d'autre côté le visage d'un pays en reconstruction. La télévision diffuse en ce moment une émission étonnante, c'est le moins qu'on puisse dire, un reality show autour de la reconstruction de maisons détruites. Sur place à Bagdad, Thierry Curtet, Abdel Zouyesh. Une fois par semaine, Sheima met les mains dans le béton. Elle anime l'émission qui fait un tabac sur Al-Chakriya, la première chaîne commerciale irakienne. Avec ses invités, des stars irakiennes, elle vend un rêve aux Irakiens. Reconstruire leur maison touchée par un attentat en 8 semaines. Il faut construire, reconstruire tout ce qui a été détruit. C'est le message que je veux faire passer parce que nous n'avons que cet Irak. Ne détruisez pas encore plus notre pays. Cessez de le démolir. Si nous perdons cet Irak, nous perdons. Ici, une voiture piégée visait une église un dimanche d'août. Les vitraux sont tombés, mais la maison, elle, a été soufflée. Aujourd'hui encore, les familles sont dehors. La chaîne de télé paye la reconstruction, 12 000 $. Sans cela, la vieille dame digne du rez-de-chaussée vivrait dans une ruine. Mais sa maison n'a pas été choisie par hasard. C'était des locataires ici, des Kurdes, des musulmans, chiites, sunnites et tout en haut des chrétiens. Dans cette maison, nous étions donc un mélange. La chaîne ne fait pas appel aux dons, ils seraient bien maigres dans la situation irakienne actuelle. Non, c'est la publicité qui rentabilise l'émission. Et l'affaire marche. Nous, les Irakiens, nous sommes très émotifs. Nous nous attachons spontanément à ceux qui nous aident lorsque nous sommes dans la détresse. Au-delà du message œcuménique, l'émission doit son succès à une idée toute simple. Ce sont des Irakiens qui aident d'autres Irakiens. Notez par ailleurs que pour la première fois, le secrétaire américain Colin Powell, le secrétaire d'État américain, a reconnu que les élections de janvier, élections législatives, pourraient être perturbées par l'insécurité. Un anniversaire au Proche-Orient, il y aura demain 4 ans, jour pour jour, qu'Ariel Sharon effectuait sa visite sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Ce geste audacieux pour les uns, délibérément provocateur pour les autres, avait déclenché des manifestations palestiniennes qui ont mené à la seconde intifada. Ça fait maintenant 4 ans que les affrontements ont pris le pas sur les négociations ouvertes par le sommet d'Oslo. Le bilan serait de quelques 4000 morts, dont 1 millier côté israélien, plus de 3000 côté palestinien. Aujourd'hui encore, la ville de Jenin, en Cisjordanie, était le théâtre d'une vaste opération militaire pour arrêter, je cite, des terroristes. Des soldats ont encerclé plusieurs bâtiments, dont l'hôpital. On compte 8 blessés. C'est dans ce contexte que de plus en plus de juifs français rejoignent Israël chaque année et ils sont appelés, dans cette armée très exposée, à faire leur service militaire. Portrait croisé, Martine Laroche-Joubert, Mossy Harmon. Il est fils de parents célèbres, chasseurs de nazis, traîne une réputation de playboy et travaille habituellement comme avocat. Elle est inconnue du grand public, s'occupe de services sociaux. Ce n'est pas une criminelle, mais elle a déjà fait de la prison. Arnaud Klarsfeld, 37 ans, volontaire chez les gardes-frontières, il veut se rendre utile à Israël. Je pense qu'il est important de ne pas être seulement spectateur de son destin, mais aussi acteur.
Et je n'arrivais pas à me reconnaître dans la politique extérieure de la France, qui a ses intérêts, mais qui n'est pas celle du peuple juif. Laura Milo, 20 ans, ne veut pas faire son service militaire. Je refuse d'aller à l'armée, parce que je pense que l'armée israélienne a dépassé toutes les limites humaines, humanistes, de valeurs dont moi je crois. Laura et Arnaud ont la double nationalité, française et israélienne. D'ici, les gardes-frontières observent la ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest de Jérusalem. Leur officier leur demande de surveiller d'éventuelles infiltrations de Palestiniens. En 4 ans, il y a eu 165 attentats suicides. Donc il n'y a pas un pays dans le monde qui ne prendrait pas des mesures de représailles ou pour essayer de protéger la vie de ses citoyens. La Haute Cour de justice, les religieuses et les pacifistes peuvent ne pas faire l'armée, mais Laura refuse tout compromis. Elle est à nouveau condamnée à la prison. Ils m'ont même proposé d'aller faire mon service dans un hôpital sans uniforme. Mais pour moi, tant que je fais partie d'une organisation qui est immorale, c'est quelque chose qui est impossible pour moi. Contrôle d'identité, la routine pour Arnaud, il affiche sa détermination. Si je croyais qu'Israël était un pays d'occupation, j'aurais pas fait l'armée ici, franchement. J'aurais pas fait l'armée. Moi, je pense que la racine du conflit, c'est parce que les dirigeants palestiniens ne veulent toujours pas reconnaître l'existence de l'État d'Israël comme un État à caractère juif. Encore 3 mois de service et Arnaud quittera Israël pour reprendre ses dossiers d'avocat. Laura, elle, attend de retourner en prison. 2 démarches opposées pour 2 visions d'Israël. On revient en France. Bertrand Cantat, condamné à 8 ans de prison pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant, va quitter sa prison lituanienne pour être extradé vers la France. Ce sera demain ou après-demain. Il devrait dans un premier temps être incarcéré à Fresnes. Christophe Widman, Zinedine Boudaoud. Ils vont ramener Bertrand Cantat en France. Ces 3 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont arrivés discrètement ce matin à l'aéroport de Vilnius. Ils sont immédiatement pris en charge par les autorités lituaniennes. Leur vol retour est annoncé pour demain. Derrière ces murs, Bertrand Cantat se prépare. Ce soir, son avocat lituanien lui a rendu une dernière visite. Je lui dis, oui, demain, tu pars en France. Et comment il a réagi? Il a réagi. Il a attendu cette information, cette nouvelle, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps, 14 mois exactement, depuis la mort de Marie Trintignant l'été dernier. 14 mois de détention dans une cellule comme celle-ci. Dès son arrivée sur le territoire français, Bertrand Cantat sera présenté à un procureur. Il devrait ensuite passer quelques temps dans une prison d'Île-de-France avant un transfert probable vers la région bordelaise où résident ses proches. Condamné en Lituanie à 8 ans de prison pour homicide involontaire, Bertrand Cantat pourrait bénéficier en France d'une libération conditionnelle en 2007. La justice encore et la santé. Fallait-il lancer une campagne de vaccination contre l'hépatite B? Depuis plusieurs années, on s'interroge sur les conséquences de cette campagne sur l'apparition de sclérose en plaques. Un débat qui n'est pas tant tranché par les scientifiques. Mais la question est relancée par une plainte de 5 familles de victimes contre 3 ministres ou ex-ministres de la Santé. Nathalie Sapena, Sophie Rollier. Dans le petit cimetière de Roy-sur-Ma, dans l'Oise, les parents de Nathalie ont fait graver une plaque accusatrice. Pour eux, leur fille est morte à 28 ans, victime du vaccin contre l'hépatite B. Elle a fait le vaccin et ça lui a déclenché la sclérose en plaques et c'est ça qui l'a fait mourir. Hein. C'est cette conviction qui pousse les parents de Nathalie à déposer plainte avec d'autres familles contre 3 ministres de la Santé. Une démarche médiatique pour éclaircir les motivations de la campagne de vaccination massive lancée en 1994. Le but de notre plainte, parce que ça coûte quand même de l'argent, c'est savoir toute la vérité sur ce vaccin et savoir pourquoi notre fille en est décédée. Sont visés par cette plainte Bernard Kouchner, Jean-François Mattei et l'actuel ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, qui avait il y a 10 ans initié la campagne. Les familles veulent savoir si toutes les précautions ont bien été prises quand on a demandé à 20 millions de Français de se faire vacciner. Car depuis 10 ans, la polémique n'a jamais cessé. On accuse le vaccin d'entraîner de graves effets secondaires. 1200 cas sont signalés, dont 900 scléroses en plaques.
Aujourd'hui, en France, la vaccination contre l'hépatite B connaît un sérieux coup de frein, même si pour l'instant, la plupart des études scientifiques disculpent le vaccin. Au vu de l'ensemble d'études qui ont été effectuées à ces jours, nous ne pouvons pas conclure à l'existence d'une association entre vaccination contre l'hépatite B et survenue des cas de sclérose en plaques. C'est maintenant à la Cour de justice de la République, chargée de juger les membres du gouvernement, de décider si la plainte est recevable. Oui, réponse sans doute dans plusieurs mois. Une réponse à l'alerte à la rage, le passeport européen pour chiens et chats. Il sera obligatoire dès la fin de la semaine, dès vendredi. En fait, cette carte vitale des animaux domestiques a été lancée il y a bien longtemps. Elle doit permettre une meilleure traçabilité, comme on dit aujourd'hui. François-Julien Piednoir, Jacques Gérard. Le passeport du maître, le passeport du toutou. Pour voyager, chacun ses papiers. Dans un contexte de rage, le passeport européen pour chat, chien et furet remplace l'ancien carnet de santé. Alors voici l'ancien et le nouveau protocole de vaccination. Dessus il est marqué toute la description de l'animal, son numéro de puce, sa date de naissance. Son nom, son sexe, la nature du pelage, l'éleveur et bien entendu les vaccins. Une véritable fiche d'identité et de traçabilité. Ah, tous ces vaccins, tout. En plus du passeport, les propriétaires devront obligatoirement vacciner leur animal contre la rage s'ils veulent parcourir l'Union européenne. Mais pour en sortir, il faudra faire contrôler l'animal près de 4 mois avant le départ. Les gens négligent de plus en plus de faire des vaccinations. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent « Ah, on ne nous a rien demandé à la frontière ». Ce qui aboutit évidemment à des situations de crise comme celle que nous avons connue en Aquitaine, où un chien n'a pas été contrôlé, on s'en est foutu complètement qu'il ait ses papiers ou non, et il a introduit la rage en France. Éviter les maladies, éviter les trafics. Pour être efficace, le passeport européen devra avant tout être contrôlé, même si l'on n'a pas encore songé à faire poser l'animal pour la photo d'identité. Oui, en Europe, et notamment en Europe de l'Est, la rage, vous le savez, n'a pas disparu. Exemple, la Roumanie, où l'on tente de limiter l'errance de plusieurs milliers de chiens à l'abandon. Envoyés spéciaux Samassoula, Rémi Poissonnier. C'est une brigade un peu spéciale qui sillonne les rues de Bucarest. Sa mission, débarrasser la ville de ces chiens errants. Dans les rues, les cours d'immeubles, les jardins publics, il y en a partout. 5 chiens errants pour 100 habitants. La brigade canine n'agit que sur plainte et ce n'est pas ce qui manque. Chaque jour, une 50aine de réclamations atterrissent ici à la mairie. Dans le tas, il y en a même une de l'ambassade de France. Les gens nous demandent de venir ramasser les chiens parce qu'ils ont été agressés, mordus, à cause des aboiements, la peur des maladies. Un appel d'urgence. La brigade canine fonce à l'autre bout de la ville. On est venu en trombe parce qu'il y a une femme qui ne peut pas rentrer chez elle à cause d'un chien errant devant sa porte. Au 8e étage, le drame est sur le palier. La solution, dans la seringue. Il faut l'endormir. Le chien va se réfugier chez la voisine. Madame, ouvrez, laissez-nous faire notre travail. C'est honteux, vous n'avez pas le droit de faire une chose pareille. Propriété privée, la brigade est impuissante. Il y a plein de vieilles dames qui se privent de manger pour nourrir les chiens et après il y en a plein et ils sont dangereux. Et ces dames-là en savent quelque chose. Toutes mordues, elles attendent à l'hôpital un vaccin contre la rage. Si c'était un enfant à ma place, il aurait été mutilé. Chaque jour, 30 à 50 personnes se font vacciner à Bucarest. Mais officiellement, il n'y a pas eu de cas de rage dans la ville depuis 30 ans. C'est un problème de santé publique que l'on ne cherche pas à minimiser. Mais en 4 ans, nous avons divisé par 2 le nombre de morsures. Cette baisse correspond à celle du nombre de chiens errants passé de 200 à 100 000 grâce à la stérilisation et à l'élimination systématique. Si ces chiots ne sont pas adoptés dans les 2 semaines, ils seront euthanasiés. Rien n'y fera, ni la sympathie, ni la complicité de la population. Habitués depuis tant d'années à cohabiter avec les chiens errants et leurs morsures, les habitants de Bucarest ne craignent pas vraiment la rage, ils y sont simplement préparés.
C'est officiel, le premier tour opérateur de l'espace verra le jour d'ici 3 ans. C'est Richard Branson, le patron de Virgin, un habitué des coups d'éclat, qui l'annonce. Il s'est associé aux ingénieurs. Il espère 3000 clients dans les 5 premières années. Frédéric Montet. Si vous gagnez un jour au loto, ou si vous êtes déjà riche, voici ce que vous réserve la firme Virgin Galactic. Un voyage aux frontières de l'espace. En tout cas, c'est ce que vante cette publicité virtuelle. 2 à 3 heures de vol, 130 km d'altitude, 4 minutes de bonheur en apesanteur, l'infini accessible à partir de 2007 pour 200 000 €. Mais si ça marche, promis, il y aura des tarifs réduits. Nous voulons baisser les prix pour que des milliers de personnes puissent aller dans l'espace. Et à terme, on aimerait que ce ne soit plus des milliers, mais des millions de gens. Techniquement, la navette est déjà prête. Un premier vol a eu lieu en juin dernier aux États-Unis. Spaceship One avait alors volé 6 fois plus haut que les avions classiques. Jusqu'à présent, le tourisme spatial se pratique au compte-gouttes. Seuls quelques milliardaires, comme ce Sud-Africain, sont capables de débourser 20 millions d'euros pour un court séjour dans l'espace. Mais avec des tarifs 10 fois moins élevés, Virgin veut rendre le rêve un peu plus accessible. Déjà 3000 clients attendus. La firme anglaise peaufine encore 2 autres projets fous. Un hôtel flottant dans l'espace et une licence 4 intergalactique, histoire de savourer son voyage, une coupe de champagne à la main. Après les fusées, les bateaux, avec le rendez-vous des yachts de luxe à Monaco. Et voici la nouvelle mode, transformer des remorqueurs, des brise-glaces, des chalutiers en bateaux de croisière pour particuliers. Correspondance Nathalie Jourdan, Nathalie Morin. Intimidant et rassurant. 75 mètres de long, la banquise, il en fait des glaçons. Mais ce brise-glace est apprivoisé, il balade les milliardaires en mal de mer. Il y a plein de gens qui ont eu des bateaux, des yachts qui sont allés entre la Corse, la Sardaigne, Saint-Tropez, Ibiza, et ils cherchent quelque chose d'autre, ils cherchent quelque chose de nouveau. Partir, loin, longtemps, par tout temps et sur tous les océans, mais avec la manière. Robuste dehors, grand luxe à bord, chambre pour garde du corps en cas de mutinerie peut-être. Reconvertir un brise-glace ou un remorqueur en yacht de luxe, une récup très tendance. D'ailleurs, certains chantiers ne transforment pas, ils fabriquent de toutes pièces des yachts d'exploration pour clients fortunés et exigeants. Ils vont passer souvent beaucoup plus de temps sur ces bateaux-là que les propriétaires qui sont sur des bateaux beaucoup plus designés, en fait, parce qu'ils veulent aller avec leur famille, ils veulent voyager, ils entreprennent des tours du monde. Les clients de riches industriels américains ou européens, des familles du Golfe, des stars du showbiz, tous jouent au commandant Cousteau. Ça fait des années qu'on voit ces exploits à la télé. On connaît tous ces aventures. On veut tous faire pareil. Jouer aux grands explorateurs coûte cher, très cher. 300 000 $ la semaine sur ce brise-glace, sans le couvert ni le fioul. Cher donc, mais beaucoup moins tape à l'œil que la belle anglaise sur le pont. La cote des prénoms 2005, comme lors de chaque rentrée, on connaît ceux qui ont le vent en poupe, ceux qui se démodent. Le palmarès avec Gaël Chauvin et Laetitia Legendre. Il a à peine 2 jours et déjà ses parents s'arrachent les cheveux. Problème, ils cherchent un prénom. Il y en avait un qu'on aimait bien en particulier, c'était Lucas, mais il était déjà pris par quelqu'un de notre famille. Et pour cause, depuis 7 ans, Lucas est le prénom à la mode. Il suffit d'aller dans la chambre d'à côté pour en trouver un. La tendance cette année pour les garçons, c'est les prénoms en O. Hugo, Théo ou même Matteo, des consonances latines qu'on retrouve aussi chez les filles, avec un franc succès pour les terminaisons en A. Noah, Eva, Léa, Déo, Déa et surtout des prénoms courts. 70% ne dépassent pas une syllabe. Il y a des prénoms en fait qui sont des diminutifs mais qui deviennent des prénoms à part entière et qui volent de leurs propres ailes. Tom en est le meilleur exemple puisqu'il progresse dans le palmarès masculin alors que Thomas, qui figure toujours, décline inexorablement. Au palmarès des erreurs à ne pas commettre, les mauvais jeux de mots entre prénoms et nom de famille. J'ai une collègue, ça fait très longtemps, qui m'a raconté qu'elle a une petite fille qui s'appelait Aude et le nom de famille était Vaisselle. Donc, Aude Vaisselle. Et puis il y a les prénoms à éviter parce que démodés, pêle-mêle Julie, Nathalie, Laura, mais aussi au hasard Yannick, Vincent et David. Oui, mais il paraît que c'est un prénom d'avenir malgré tout, ça va revenir.
Musique avec le retour de Manu Chao, Sibérie, Mettez compter, c'est le nom d'un livre-album. Originalité, il est vendu en librairie et chez les marchands de journaux, 6,5 € seulement. Manu Chao est fidèle à lui-même. Après 6 millions de disques vendus, il reste en marge des circuits de production traditionnels. Laurent dit, Patrice Brugère. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins. Il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais... Notre jardin quoi, hein, ce bouquin et ce CD, c'est notre petit jardin. Boulevard Brune, vous connaissez. Pas tout à fait comme les autres, le nouveau CD de la star du monde alternatif. À l'origine, le projet principal de Manu Chao, c'était un livre, le disque n'est venu que par accident. La musique qui tourne, les textes que tu as devant les yeux à longueur de nuit parce que tu es en train de travailler dessus. Et puis à chaque instant, un petit déclic qui se fait quoi. Une musique qui passe là par hasard, qui se colle impeccable avec un des textes. Pendant des années, Manu a assuré le show avec La Mano Negra. Par la suite, il a vendu près de 6 millions d'albums en solo. Mais aujourd'hui, changement d'échelle. Pour la musique, il a enregistré tout seul, chez lui. Un travail à 4 mains pour le livre par contre, Manu Chao côté texte. Très engagé toujours pour l'illustration, Wozniak, un dessinateur du Canard enchaîné rencontré par hasard et qui s'est prêté au jeu avec plaisir. Pendant un an, ils sont venus faire leur pause ici à Ménilmontant dans un univers décalé. Pour distribuer le recueil, ils ont aussi opté pour une solution originale. Il est en vente chez les marchands de journaux. Mais aujourd'hui, place aux critiques. Il y a des gens qui sont persuadés qu'on a vraiment fait un bouquin pour les gosses. Que pour des gosses. Ouais. Alors ils disent, oh non mais les textes quand même, c'est pas pour les gosses. Mais nous, notre bonheur, c'est que ça plaise aux gosses quoi. Aux gosses. Pour que les gosses, ils posent des questions bien embarrassantes aux parents. Voilà. Pour écluser leur créativité, la petite brochure n'aura pas suffi. Elle sera donc suivie d'un vrai livre, 140 pages cette fois-ci. Et encore, tout n'a pas pu rentrer. Un mot de la querelle juridique autour du film Être et avoir. Le tribunal a finalement débouté Georges Lopez. Après le succès du documentaire, vous le savez, l'instituteur souhaitait être rémunéré comme un co-auteur du film. Il pourra faire appel de cette décision s'il le souhaite. Sport pour terminer avec les Paralympiques et d'abord ce record du monde battu et cette 4e médaille d'or pour la Française Assia El Hanouni que nous suivons régulièrement ici. Après les 100, 200, 800 mètres, la sprinteuse malvoyante a remporté aujourd'hui le 400 mètres en un peu moins d'une minute. Une performance qui la place tout simplement parmi les 10 meilleures sportives françaises valides sur cette distance. Bravo à elle. Et puis l'image du week-end, c'est la médaille d'or olympique autour du cou des cavaliers français. 5 semaines après les JO d'Athènes, le titre, vous le savez, avait d'abord été attribué à l'équipe allemande. Et puis le tribunal arbitral du sport avait tranché. Les 5 cavaliers sont montés seuls sur un podium au nom de la Marseillaise dans le cadre des rencontres équestres internationales dans les Hauts-de-Seine. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet. 20h55, opinion publique. La rentrée de Thierry Ardisson en prime time, comme on dit, avec un débat sur l'euthanasie notamment. 23h10, mots croisés. Au sommaire, les délocalisations et le racisme en Corse, avec bien sûr Arlette Chabot. 1h10, dernier journal, Laurence Piquet. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, François Laborde recevra la ministre de la Famille, Marie-Josée Roig. On se quitte sur ces images d'une vente dédiée à Brigitte Bardot. 8500 objets, affiches de films, photos, couvertures de magazines entre autres. Les lots seront mis aux enchères demain à Drouot à Paris. C'est un collectionneur qui a décidé de tout céder. Demain, c'est aussi l'anniversaire de la star. On ne dira pas son âge. À demain.